Maud, je viens te trouver pratiquement chez toi, dans ton bureau. Tu es une avocate bien connue, iconique. Oui. Ça te fait rire. Et pourquoi ça te fait rire? C'est l'icône, ça te fait rire l'icône. Ouais, ça me fait rire. Non mais je suis pas responsable des étiquettes qu'on nous met sur le front. Oui, non, mais tu la portes très bien. Et donc tu es en fait aussi accessoirement, en dehors d'être une icône, l'avocate de pas mal de résistants, dont mon avocate. Je trahis tout de suite le conflit d'intérêts. Donc comme ça c'est clair, dans des dossiers dont on reparlera peut-être dans quelques jours ou quelques semaines. Mais je voulais que tu nous dises, parce que finalement tu as un point de vue panoramique sur ce qui est en train de se préparer en matière de répression. Les lecteurs du courrier savent que j'ai beaucoup dit qu'il y aurait une répression à partir du mois de septembre qui a eu lieu et qu'elle se durcirait. Et je crois que tu partages ce constat. Je voulais que tu nous en parles. Pourquoi penses-tu qu'il y a un durcissement de la répression contre les dissidents, les proscrits aujourd'hui? Alors, c'est pas que je pense, c'est que je constate qu'il y a sur plein de sujets différents une approche qui se durcit. Voilà, donc j'en conclus que la répression se durcit ou qu'elle se met en place. Donc essentiellement, je dirais que c'est une répression qui va atteindre les libertés fondamentales de certaines personnes qui jusqu'ici étaient protégées, surtout au niveau professionnel. Je m'explique, les journalistes, liberté d'expression, d'opinion, les sources, etc. Il y a une interprétation qui se fait de leurs propos de plus en plus vers de la menace, de l'insulte, enfin voilà, il y a une atteinte à mon sens à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion, puisque on l'a vu avec les soignants, on peut être interrogé sur pourquoi pas le vaccin, à la limite, ça, j'ai un avis sur ça, mais disons en tout cas, voilà, quelles sont vos idées politiques? Tu veux nous dire que dans les soignants dont tu avais déjà parlé sur le courrier, qui ont été convoqués à la gendarmerie ou à la police, il y a eu des questions de type quelles sont vos opinions politiques? Quasi systématiquement. C'est-à-dire, en tout cas, déjà, quel est votre point de vue sur le vaccin? Et ensuite, quelles sont vos opinions politiques ou que pensez-vous d'Emmanuel Macron ou des choses de ce style-là? Ensuite, il y a une répression, on l'a vu, des médecins. Avec une atteinte profonde à la fois à leur liberté de prescrire, leur liberté de soigner ou leur manière de soigner, mais aussi au secret professionnel. Il y a une atteinte, et là je suis concernée au premier chef, il y a une atteinte aussi du secret professionnel des avocats, avec, on le sait tous, une répression qui s'est mise en place via les ordres, vis-à-vis de plusieurs d'entre nous qui avions agi de manière tout à fait normale et seulement sur des procédures pour les soignants ou pour les médecins, enfin en général pour les personnes qui supportaient l'obligation vaccinale, mais il y a eu aussi d'autres répressions d'avocats qui sont connues et qui sont inquiétantes. Donc je trouve qu'il y a quand même là une atteinte à quelques piliers de notre démocratie, des libertés fondamentales reconnues dans les textes et qui sont aujourd'hui interpréter, retravailler pour pouvoir éventuellement ouvrir la porte d'une répression pénale. Essentiellement pénale, alors soit déontologique ou disciplinaire ou strictement pénale, mais pour moi c'est un peu le même esprit, parce que le but c'est quand même de réprimer, c'est-à-dire de sanctionner, et donc pour moi c'est grave parce que ces piliers sont fondamentaux. Voilà, donc là je suis inquiète parce que quand je fais un bilan, j'ai cette chance d'avoir en effet une vue assez panoramique parce que je suis appelée par Pierre-Paul Jacques, on me connaît, alors on me dit vous pouvez me rendre ce service, mais du coup c'est bien parce que ça me donne une vision d'ensemble et je trouve qu'il y a ce mouvement. Et alors très bizarrement, hier lundi j'étais en juge des enfants et c'est la première fois que j'entends un juge des enfants parler de complotisme. Ah bon? Mais qui disait quoi? Qui trouvait les parents complotistes. Enfin, qui disait que les parents avaient des propos complotistes. Donc, je retrouve ce mot dans la bouche d'à peu près tous les magistrats, les policiers, les gendarmes. Enfin, c'est un mot qui devient, on l'entend à droite à gauche. Donc, si on met ça en parallèle de ce qui nous est annoncé, les dérives sectaires, les assises, machin... Voilà, j'ai l'impression quand même que le délit d'opinion n'est pas loin. Alors, est-ce que tu peux nous donner des cas précis que les gens comprennent? Parce que délit d'opinion, pour les gens qui ne sont pas dans les affaires, ça reste quelque chose de très théorique. Est-ce que tu as des cas flagrants, sans nous donner les noms, bien entendu, de gens qui
dans le monde d'avant, pouvaient s'exprimer librement, ils sont maintenant convoqués devant les tribunaux pour leurs propos. Oui, là, alors si on s'en tient aux cas qui seront connus, alors je ne dirai pas les noms, mais tout le monde va les reconnaître. Donc nous avons une consoeur qui a été pas mal embarrassée au printemps dernier. Là se pose la question de la suite de la procédure pour ce qui la concerne. Dans un cadre qui n'a rien à voir, puisque c'est une question de procédure, les saisies, les perquisitions. Bon, peu importe, en sous-jacent, on parle quand même du dossier. On vient nous dire quoi ? On vient nous dire d'abord le militantisme chez certaines professions telles que les avocats, ça peut permettre de contourner le secret professionnel. Donc on aurait pu fouiller les affaires de Gisèle Halimi à une époque, parce qu'elle soutenait le FLN. On se souviendra que Juan Branco avait eu le problème. Donc c'est pas récent, mais ça revient sur le tapis. Donc il y a cette approche-là. Donc le militantisme. Ensuite, on nous parle quand même de conviction. Dans les actes de procédure là concernant, on nous dit vos convictions peuvent laisser à penser que vous êtes en sympathie avec ce genre de faits et que donc possiblement vous auriez commis des actes de complicité. Donc un avocat peut être mis en cause pénalement parce qu'il partage les convictions de son client. Semble-t-il. En tout cas, c'est ce qui s'amorce. Alors, on ne l'a pas encore mise en cause au sens strict, mais on nous parle de ça. On nous dit, voilà, vos convictions participent des indices qui pourraient laisser à penser que... Je veux dire, moi, je trouve ça très grave parce que d'abord, on n'a pas forcément... nos convictions sont ce qu'elles sont et ce qu'on peut en laisser paraître au tribunal peut être autre chose. Je veux dire, moi, je pourrais très bien être amenée à défendre quelqu'un, et ça m'est déjà arrivé puisque j'ai fait du terrorisme djihadiste. Je ne suis pas spécifiquement djihadiste, quoi. Mais c'est pas parce que je le suis pas que je vais pas défendre mon client. Donc la frontière est quand même assez ténue. On lui a parlé d'idéologie avec un S, donc des idéologies que je citerai pas parce que c'est vraiment honteux, mais elles ont été visées dans les journaux. On a reparlé de complotisme. On a parlé d'antivax, donc ça voudrait dire aussi que refuser le vaccin pourrait être un indice de quelque chose. Un indice d'une appartenance politique réprimée par la loi, pour aller vite. Ouais, en tout cas, voilà, ça serait un indice qui laisserait à penser que... disons que voilà, si on a un doute, et déjà on remplit ces cases-là, ça pourrait conforter l'idée d'une mise en cause. Donc ça me dérange. S'intéresser, alors ça c'est fort, s'intéresser à certaines lectures. Donc si vous avez sur votre ordinateur des livres qui sont tout à fait publics, qui ne sont pas interdits puisqu'il n'y a pas de censure, qu'on a le droit d'acheter, qu'on a le droit de lire, mais qui démontrent un intérêt pour certaines personnalités, on ne va pas les citer là, mais on sait très bien qu'à un moment donné, on a tous vu passer des personnalités qui depuis plusieurs années conseillent nos ministres, etc. et qui ont attiré l'attention par des propos un peu bizarres il y a quelques années de ça, et puis on les reprend aujourd'hui, on se pose des questions, est-ce qu'ils annonçaient quelque chose ou pas ? Si jamais on va acheter son bouquin maintenant pour vérifier en effet s'il y aurait, je sais pas, quelque chose de proche de ce que toi tu as pu écrire dans le Great Reset, et bien on pourrait être embêté parce que ça c'est quand même un indice aussi que c'est pas anodin. D'une arrière-pensée. Voilà, d'une arrière-pensée. Donc ça veut dire attention à vos bibliothèques, on va loin quand même. Après, on va pas tellement chercher des faits, mais plutôt des mobiles. C'est-à-dire qu'on est plutôt, et ça c'est très gênant, parce qu'on va essayer de reconstituer le mobile de quelqu'un pour essayer de voir si on ne peut pas le glisser dans une mise en cause. Alors pour un avocat c'est carrément problématique. On va s'intéresser à vos contacts, donc il y aurait des contacts qui seraient plus plus insignifiants que d'autres. Comment on connaît tes contacts ? Ça c'est les perquisitions, mais alors le truc c'est que on va être très clair. On peut être tous écoutés tout le temps, les écoutes sauvages ça a toujours existé, il peut y avoir des écoutes officielles qui débouchent sur des écoutes sauvages, et puis tous nos outils numériques c'est des passoires. Alors même si c'est protégé ou pas protégé, de toute façon à un moment donné si on peut les saisir on va remonter tout. Donc toi tu as le sentiment que tu retrouves dans des dossiers par exemple de confrères ou de journalistes que tu défends, le produit d'écoute téléphonique destiné à espionner leur vie privée. Là, pas spécialement, mais je sais que ça existe, puisque moi j'en ai été d'ailleurs victime il y a très longtemps dans un dossier djihadiste, justement, où
il y avait des choses qui étaient sues par les uns et les autres, qui n'étaient pas officielles et qui amenaient à une position que je comprenais pas. En fait, chacun avait une position. Et je me disais, mais de quoi ils me parlent, les gars? Et en fait, il y avait des écoutes sauvages. Ils osaient pas me le dire et ils pensaient que mon client allait m'utiliser pour faire rentrer une arme, etc. Et en fait, ça a pollué le dossier. Donc, je sais que ça existe. Hein, on n'est pas naïf. Théoriquement, on peut pas s'en servir. Mais en fait, il faut vraiment réfléchir en termes de renseignement. Moi, qui ai une expérience antiterroriste, je peux dire que beaucoup de dossiers qui restent au stade de l'association de malfaiteurs, je ne parle pas de dossiers criminels avec vraiment des faits d'attentat, mais très souvent autour d'un attentat ou en vue d'un attentat, on crée fictivement ou réellement une association de malfaiteurs qui permet d'enquêter. Et en fait, on enquête pendant 10 ans sur un truc, mais parce qu'on fait du renseignement. Et donc, je pense que l'ouverture d'une information judiciaire autorise le recours à des méthodes de renseignement, mais bien sûr, qui peuvent durer. Et d'ailleurs, on ne va pas forcément... Par commodité. Alors, on va pas être, je ne veux pas être extrême dans mes propos, ça a pu aussi nous servir dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut admettre aussi que peut-être, moi j'en sais rien, c'est ce qu'en tout cas prétendent certains juges antiterroristes, et j'ai pas de raison de ne pas les croire, ça a pu aussi empêcher des actions. Attention, il y a aussi une juste mesure. On a aussi peut-être intérêt en tant que citoyen que certaines personnes puissent être quand même un petit peu surveillées. Mais maintenant, il faut arriver à l'idée que quand c'est poussé à l'extrême, c'est-à-dire que c'est utilisé à d'autres fins, par exemple, l'intimidation de l'opposition. On va lâcher le mot. Voilà, alors l'intimidation ou juste on est peut-être simplement en train de monter des dossiers. Nous, on se sent intimidé ou pas en fonction de sa nature et en fonction effectivement des suites plus ou moins officielles qu'ils vont donner. Mais même si on n'est pas intimidé, de toute façon, ça peut aussi vouloir dire qu'on est en train de monter des petits dossiers sur tout le monde. Hein. Moi, je sais pas, hein, je veux pas avoir l'air paranoïaque. Alors, ces dossiers serviraient à quoi ? À mon avis, on va arriver à un moment donné, parce qu'il y a vraiment ce truc de complotiste qui, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que ça ne veut rien dire, mais bon, ce mot complotiste revient systématiquement dans les articles concernant toute une catégorie de gens pour lesquels on a plutôt de l'estime, ou en tout cas qu'on écoute, qui semblent déranger parce qu'ils ont une opinion différente de celle qui est souhaitée par le gouvernement ou en tout cas les autorités. Du coup, ce mot de complotiste, quand il est revenu, moi je l'ai entendu dans la bouche des juges, et comme je le disais lundi, dans la bouche d'un juge et des enfants, enfin ça m'a bluffé parce que je vois pas le rapport en fait. Mais du coup, ça me laisse à penser que à un moment donné, on pourrait décider qu'une attitude complotiste, un propos complotiste, si tant est qu'on arrive à le définir, et c'est peut-être mieux de ne pas le définir, d'ailleurs pour eux sans doute, ça pourrait être une infraction pénale. Finalement, voilà, répréhensible. Et d'ailleurs, le juge d'instruction dans un dossier, un juge d'instruction, quand je lui ai dit d'ailleurs de retirer ce mot, je lui ai dit mais qu'est-ce que vous voulez dire par complotiste ? Pourquoi c'est dans votre ordonnance ? Ça ne fait pas de sens. Je lui ai dit de toute façon, c'est pas un délit, il m'a dit pas encore. Alors, bon, je sais bien donc un juge t'a dit ce n'est pas encore un délit d'être complotiste. Mais pour moi, soit il a lâché un propos parce qu'il est, il est parti sur... ironique. Oui, mais bon, ça m'a quand même... ça génère de la vigilance chez moi. Surtout que je le retrouve vraiment souvent en ce moment. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a ce problème, cette problématique au niveau des avocats, elle est représentative. Pour moi, l'avocat est très important. Dans la situation actuelle, pour moi, l'avocat, c'est signifiant du choix que font les gens de dire non, je vais me battre légalement. D'accord ? C'est-à-dire que pour moi, on est déjà tout à fait hors toute forme de mise en cause de la sûreté de l'État. Je vais être claire parce que quelque part en sous-jacent, moi c'est ce que je comprends. On peut pas, on remet pas. Complotiste égale terroriste dans l'esprit de ceux qui aujourd'hui mènent la traque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez bien être complotiste si on veut, mais si vous avez recours à un avocat, c'est que vous avez décidé d'utiliser des moyens légaux. Donc pour moi, vous êtes couvert, vous êtes tranquille. D'accord ? Sauf que quand on vient d'expliquer dans certains dossiers que l'avocat sert en fait de prétexte, va établir des documents qui vont servir de prétexte à une action, prétexte ou légitimation d'une action autre que légale, là je me dis, alors on est coincé.
Parce que ça veut dire que si moi je fais une analyse, je l'ai dit d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que lorsque le juge ou la police judiciaire te dit, mais puisque l'avocat couvre, c'est que d'ores et déjà, l'avocat est complice de l'opération insurrectionnelle. C'est-à-dire que l'avocat qui viendrait avoir une analyse ou apporter une lecture qui ne serait pas celle de la majorité, de la doxa, et qui dirait oui, en effet, je trouve que... Alors, on va prendre mon exemple, comme ça on va être très clair. Je l'ai plaidé du coup. Parce que quand ils ont commencé à parler de ça, j'ai dit mais attendez, alors moi il faut mettre les menottes tout de suite, parce que je considère que les élections de Macron de mai 2022 sont frauduleuses. J'ai déposé un recours, je suis devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc potentiellement je légitime la position de certains qui viennent à dire je ne le reconnais pas comme mon président, donc je vais en prison en fait, c'est obligatoire vu ce raisonnement. Alors qu'en fait moi je fais mon travail avec la loi. Donc du coup, je trouve que ça doit nous inspirer beaucoup de vigilance, pas de crainte mais de vigilance, en se disant, donc on est rentré dans une logique complètement inverse de celle qui était avant, sachant quand même que les avocats ont toujours participé à la vie de la cité de manière hyper active, puisqu'on a quand même toute une série de grands hommes politiques qui étaient avocats. Ça veut dire que ces gens ont porté leurs idées, parfois dans des conditions assez houleuses, pas toujours, ils n'ont pas toujours fait des réformes qui faisaient l'unanimité, donc ça veut dire quand même qu'ils avaient une vision critique des choses, qu'ils étaient, ils avaient des opinions, quoi, et que ces opinions étaient audibles dans le champ démocratique. Et j'estime qu'à partir du moment où on exprime ses opinions via les médias, via des procédures judiciaires, on est dans le droit, on est dans la légalité. Donc entendre que potentiellement ça pourrait être illégal ou ça pourrait participer de la lecture à charge d'un dossier me semble très inquiétant. Donc du coup, c'est vrai que je suis en hyper-vigilance en me disant, là ça se multiplie vraiment. Depuis septembre. C'est-à-dire que tu as l'impression que ça devient systématique. Oui. Et cette systématicité, ça vient de la police judiciaire, de Darmanin, de Dupond-Moretti, de l'Élysée. De ton point de vue, ça vient d'où? Moi, ce dont je suis sûre, c'est que c'est d'abord les procureurs. Moi, Paris uniquement ou toute la France? Non. C'est clairement pour moi, c'est une politique pénale nouvelle. C'est comme il faut savoir que le procureur la politique pénale s'exprime via le procureur, mais c'est pas le procureur d'ici ou d'ailleurs qui décide. Il reçoit ses instructions et on le sait puisqu'on voit bien quand on a les statistiques de la police et de la justice, on voit bien qu'à un moment donné, on décide de se focaliser sur tel type d'infraction et moins sur tel autre. On a vu dans les journaux à partir de septembre justement, oui, on va classer les dossiers parce qu'on n'a plus le temps. Donc désolé les gars, mais tout ce qui traîne depuis 2 ans, on n'a pas enquêté, on met tout à la poubelle parce qu'on n'a pas le temps. Donc on voit bien que la politique pénale vient du ministère de la Justice, redescend sur les procureurs généraux, puis les procureurs de la République. Donc clairement, c'est quand même à mon sens Élysée, parce que je vois pas Dupond décider tout seul de ce genre de choses. Et puis ça correspond bien d'ailleurs à l'ambiance, parce que quand même si on écoute un peu tout le monde, c'est-à-dire tous nos ministres sont quand même là-dessus aussi quand ils abordent les sujets. On voit quand même ce secrétariat d'État au SEC, machin. On sent que quand même il y a quelque chose qui secoue un peu. Et puis on a un traitement, si on prend en parallèle, moi j'ai trouvé intéressant en ce moment de faire ça, de voir un petit peu comment ça se passe dans les autres pays qui sont très différents de nous d'habitude. C'est-à-dire, par exemple, si on prend les États-Unis, on n'a jamais eu les mêmes lois qu'eux. Jamais. De toute l'histoire des États-Unis et de la France, on n'a jamais légiféré de la même manière là-bas ici. C'est pas logique parce qu'on a 2 cultures différentes. Et on se rend compte que, par exemple, en matière disciplinaire pour les médecins, il y a des trucs qui passent chez nous et qui passent chez eux en même temps. Ça veut dire qu'il y a quand même une mondialisation des politiques pénales. C'est ça. Et ça veut dire qu'on se rend compte aussi que tous ces trucs de complotisme, d'antivax et tout, apparaissent comme des petits champignons un peu partout. Donc il y a une épidémie aussi de complotisme. Et du coup, tout ça me fait dire qu'il y a quand même une volonté d'aller quelque part où c'est pas très agréable pour nous. Et que ça risque d'être un peu compliqué pour pas mal de gens, quoi. Est-ce que tu penses, je vais te poser la question, parce que la question est, est-ce que tu confirmes mon impression ou mon anticipation que nous sommes à l'aube, qu'on est en train de poser les fondations d'une dérive autoritaire du macronisme, autoritaire pénalement? Oui, j'en ai peur en tout cas. En tout cas,
Voilà, tout ce que je vois va dans ce sens. Alors j'espère me tromper parce que ça serait horrible, mais enfin comme j'ai quand même trouvé qu'il y avait eu pas mal déjà de... J'ai été choquée par pas mal de mesures qui ont été prises déjà depuis longtemps. Je veux dire, finalement c'est la suite logique. En tout cas pour moi, je suis même presque pas étonnée. Mais je trouve ça très très alarmant, d'autant que, à l'inverse, mon constat aussi, c'est que devant les tribunaux, des choses qu'on obtenait qui me semblaient la garantie que ces autoritarismes n'allaient pas revenir. Par exemple alors, très simplement, très schématiquement, pour moi, la dernière vague d'autoritarisme s'est arrêtée dans nos pays à nous en 1945. Et qu'est-ce qu'on a constaté en 1945 ? C'est que la loi avait permis l'impossible parce qu'il n'y avait rien au-dessus de la loi et que les juristes eux-mêmes et tous les citoyens étaient légalistes, c'est-à-dire ce que dit la loi est possible et donc je fais ce que me dit la loi. Donc tu veux dire que la loi avait permis l'impossible, c'est-à-dire des mesures discriminatoires, des mesures raciales, tout à fait. Enfin, des mesures de haine. Voilà, voire même de mort. Et que ça n'avait, dans l'esprit d'un légaliste, finalement, ça ne pouvait pas être remis en question. On obéit. On obéit parce que c'est la loi et la légitimité oui, le fait que la loi puisse être illégitime, c'est-à-dire qu'elle demande l'impossible, ne choquait pas à l'époque. Qu'il y ait des principes généraux du droit supérieurs à la loi, protecteurs. Voilà, les droits libertés. naturels, ils n'étaient pas écrits, donc on n'en a pas tenu compte. Et c'est vrai qu'on avait toute une culture légaliste. On est dans des pays de droit légiféré. Ce que dit la loi, on le respecte, point barre. Et on se cache derrière aussi accessoirement. Mais bon, en fait, voilà. Et du coup, en 1945, on a mis en place des outils pour éviter ça. Enfin, c'est comme ça, moi, en tout cas, que je lis cette histoire. Donc, on a mis en place la Convention européenne des droits de l'homme chez nous, évidemment la charte de l'ONU, enfin, toutes ces... Et aujourd'hui, pour un juriste, c'est normal de venir devant un juge judiciaire de base, c'est-à-dire le petit juge du coin, et lui dire « Ah, mais non, telle chose est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. » Et ce petit juge, n'importe lequel, dit « Je fais le contrôle de conventionnalité. » C'est quelque chose qui existe en France depuis les années 70 et qui est absolument admis, il n'y a plus jamais... Qui nous a protégés. Parce qu'on dit beaucoup de mal de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Dans la pratique, elle a quand même apporté beaucoup de liberté supplémentaire aux Français. En tout cas, elle a évité que les autorités, que les pouvoirs publics français, via le Parlement ou via des règlements, puissent rogner ces libertés. C'est ça qu'elle est venue. Alors, elle n'a pas toujours arbitré, c'est jamais génial, hein, la justice, c'est les hommes. Mais en tout cas, elle a toujours arbitré en disant « Ah ben non, ça vous allez trop loin, ça vous pouvez, mais jusqu'à tel point, etc. » Et c'était admis par les tribunaux français. Donc, les tribunaux français eux-mêmes faisaient ce travail de vérification de conventionnalité des lois et des règlements et ont pris des décisions audacieuses. Et aujourd'hui, quand on vient plaider ça, c'est pas qu'on nous dit « Vous avez tort dans votre analyse », c'est qu'on vient nous dire « C'est pas notre travail de le faire ». Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire quand même que les juges sont en train de démissionner de ce contrôle de conventionnalité. De régresser. Voilà, c'est-à-dire qu'ils repartent en arrière et ils laissent le champ libre à la loi et au règlement. D'autant que là, sur les dernières années, on a aussi un chevauchement des compétences. Normalement, il y a des compétences qui sont propres à la loi et qui ne peuvent pas être données évidemment au gouvernement parce qu'il agit par voie de règlement et puis ça donnerait ça lui donnerait évidemment trop de pouvoir. Et on voit bien qu'on a glissé et qu'aujourd'hui on est capable de décider des choses par voie de décret qui devraient pourtant être décidées par voie légale. On outrepasse un Parlement qui déjà, on l'a vu ces derniers temps, vote sur des 49.3, donc de toute façon, bon, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Donc ça veut dire que on a moins de lois, moins bien votées et moins de lois, plus de décrets et des juges qui démissionnent de cet examen de conventionnalité. Donc ça veut dire que nos droits, aujourd'hui, je me demande qui va les défendre en fait, Alors évidemment, on va remonter à la Cour européenne, mais il faut des années. Et on n'est pas non plus sûr que la Cour européenne garde sa jurisprudence antérieure. Enfin, on n'en sait rien. Vu l'évolution de la société actuellement, on a quand même une régression, je trouve, et sur des droits importants, quoi. Parce que pour moi, la liberté d'expression, d'opinion, de religion, le secret professionnel des avocats, le droit de prescrire, enfin la liberté de prescrire des médecins, le secret professionnel des médecins, je sais pas, pour moi, c'est extrêmement important. C'est pas des petites choses qu'on peut Ce sont des conquêtes historiques. C'est des conquêtes historiques qui ont été égales au secret de la confession.
Ouais, probablement. Je sais pas ce qu'ils vont en faire d'ailleurs. Ça se trouve, ça manque de richesse. Bon, merci Maude. J'aimerais que tu nous reviennes régulièrement parce que je pense que ce que tu dis est extrêmement important. Peu de gens en parlent. Nous qui sommes libertariens, tu sais que c'est notre pain quotidien. Oui. Et donc j'espère qu'on te retrouvera très bientôt et même régulièrement sur le courrier pour nous faire cette espèce de chronique judiciaire et des libertés publiques. D'accord. Avec plaisir, merci.